Bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire informé organisé pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques dans le cadre de la semaine de la prévention organisée par la Fédération française du bâtiment. Je suis Xavier Gabory, je suis conseiller prévention à l'OPP-BTP en Ile-de-France. Je suis accompagné par deux autres personnes que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, Mélodie Suard. Moi, je suis intervenante en prévention des risques professionnels au service de prévention et de santé au travail BTP. Du Et 71. bonjour, Cyril Mariette, je suis conseiller en prévention à l'OPP-BTP sur le secteur du Jura. Alors, pour faciliter le déroulement du webinaire, donc Cyril étant modérateur, il va disparaître de l'écran d'ici quelques instants, qui pourra vous transmettre des liens par rapport au thème qu'on pourra aborder au fur et à mesure, donc des liens pour approfondir un petit peu les sujets et répondre éventuellement à certaines de vos questions. Par contre, toutes les questions d'ordre technique, de connexion, de son ou d'image, vous avez normalement en bas de la page un lien avec un petit point d'interrogation. Cyril, si tu veux bien passer à la diapo suivante, on a le visuel dessus. Encore celle d'après. Merci. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien qui pourra déjà vous dépanner. Et vous avez également le numéro de la hotline de Alga qui est en charge de la plateforme qui pourra à ce moment-là vous dépanner si vous ne trouvez pas les premières informations en cliquant sur ce lien. Donc, dans un premier temps, pour lancer cette thématique, on va tester vos connaissances avec deux questions simples, histoire d'initier un petit peu ce webinaire pour voir votre niveau de maturité en matière de prévention sur ce sujet. C'est aussi une façon de vous auto-évaluer. Les questions vont apparaître sur l'écran et vous aurez également une fenêtre qui va apparaître sur laquelle vous pourrez voter. Il y a forcément une bonne réponse et il peut y en avoir plusieurs. Donc, sur cette première question, donc, dans le secteur du BTP, les troubles musculo-squelettiques représentent en 2023, première réponse, 78% des maladies professionnelles, deuxième réponse, 88% des maladies professionnelles, et la troisième réponse, 98% des maladies professionnelles. Pendant que vous finissez de répondre, je vous informe qu'il y aura un questionnaire d'évaluation à la fin de ce webinaire qui apparaîtra. Vous pourrez y répondre et ceux qui répondent pourraient récupérer le mémo en lien avec ce webinaire. Alors, encore quelques instants pour permettre à tout le monde de répondre. La réponse apparaît. Donc, pour vous, c'était la réponse de 88% des maladies professionnelles. Effectivement, c'est la bonne réponse. La part des maladies professionnelles dans le secteur du bâtiment et travaux publics, c'est 88%. En complément, on peut également dire qu'il y a 10% des accidents du travail du secteur du bâtiment et travaux publics qui sont liés également à un mal de dos. Donc, c'est déjà un premier indicateur sur l'apparition d'éventuelles maladies professionnelles dans le futur. Dans les métiers du bâtiment, on porte du matériel, on charge, on décharge un véhicule, on peint, on soude, on a les bras en l'air, on est en appui sur les genoux. C'est plein de gestes qui font partie du quotidien sur les chantiers, en atelier, dans les dépôts, et qui peuvent provoquer des pathologies à plus ou moins long terme. Donc les manutentions, les gestes anodins qui sont répétés un certain nombre de fois, les postures contraignantes, voilà, ça peut devenir une problématique. À 88% de maladies professionnelles, vous aurez bien compris que la première cause de maladie, ce sont les TMS. C'est également une cause importante de désinsertion professionnelle dans le bâtiment et travaux publics. Donc les salariés doivent aussi comprendre que les conséquences qu'ils peuvent avoir du fait des pathologies qu'ils peuvent avoir dans le milieu professionnel, ça aura des conséquences également sur leur vie privée. Et en pendant, les employeurs, ils doivent également prendre conscience que les risques liés au TMS, ça peut provoquer du turnover dans les entreprises si les conditions de travail ne sont pas optimales ou si le salarié juge que les conditions de travail sont un peu pénibles et peut aller voir dans une autre entreprise si les conditions ne sont pas meilleures. Pour les salariés qui peuvent partir ou qui peuvent avoir des pathologies, ça fait de la perte de compétences pour l'entreprise. Un salarié qui est là depuis 20 ans, qui a un certain savoir-faire, s'il part ou s'il est en arrêt régulièrement à cause d'une maladie professionnelle, c'est de la perte de compétences, ce qui aboutira au final à une perte de productivité aussi pour vos activités. Pour la deuxième question, je vais laisser la place à Mélodie. Oui, alors question numéro 2. Le Code du travail prévoit-il des mesures spécifiques pour l'évaluation et la prévention des risques liés aux manutentions?
Vous pouvez répondre du coup par oui ou par non. Le Code du travail prévoit-il des mesures spécifiques pour l'évaluation et la prévention des risques liés aux manutentions? Donc, le temps que vous répondiez et puis qu'on puisse afficher du coup les réponses, je voulais vous rappeler que pour du coup les sessions employeur-encadrement, il vous reste encore demain où vous pouvez assister au webinaire Rouler en sécurité, gérer le risque routier, ce sera à 8 h. Ou alors les bonnes pratiques dans la construction de maisons individuelles, ça sera pour le coup à 13h30. Alors, oui, la réponse est donc oui, puis c'est ce que la majorité des personnes ont répondu. Donc, en effet, le Code du travail prévoit que l'employeur prenne des mesures d'organisation appropriées ou aussi permette d'utiliser des moyens adéquats de manutention afin d'éviter le recours à la manutention manuelle des charges par les travailleurs. Il faut savoir que quand même, les activités du BTP, elles induisent de nombreuses manutentions, beaucoup de gestes anodins qui vont être répétés ou des postures contraignantes, et tout ça, ça peut devenir problématique. Les manutentions manuelles plus spécifiquement peuvent engendrer des TMS, qui est quand même le sujet aujourd'hui, et ça touche les tissus mous périarticulaires. Donc c'est tout ce qui se trouve autour des articulations. Et dans les cas plus avancés, ces TMS peuvent conduire à une désinsertion professionnelle, comme l'a dit Xavier. Donc notre corps, il n'est pas fait en fait pour résister à de fortes sollicitations, et c'est pour cette raison que des mesures doivent être prévues par l'entreprise et des moyens mis en œuvre pour permettre aux salariés concernés de réduire la manutention manuelle et de ne pas avoir à effectuer de port de charge, ou en tout cas le moins possible. Donc la consigne doit être passée, utiliser des aides à la manutention afin d'éviter le port manuel de charge au maximum. Donc maintenant, on va passer à la petite séquence sur les troubles musculo-squelettiques. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Et puis je vais repasser du coup la main à Xavier. Merci. Effectivement, dans un premier temps, on va déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par troubles musculo-squelettiques. Et puis, au fur et à mesure de ce webinaire, on évoluera vers des conseils organisationnels, puis des solutions plutôt pratiques. Mais dans un premier temps, c'est bien de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que des TMS. Donc, on va initier cette partie par une vidéo qui va vous présenter justement ce qu'on peut entendre par TMS. Ce qui plaît beaucoup dans nos métiers, c'est qu'il y a du boulot, du grand air et l'esprit d'équipe. Et puis, on compte vraiment sur vous, tout le temps, même quand c'est parfois lourd, répétitif et inconfortable. Dans ces cas-là, on peut ressentir une petite gêne physique qui risque d'empirer si on ne la considère pas. Oui, ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on doit forcément avoir mal. En réalité, si on a mal, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut s'en occuper. Alors on s'organise. On supprime ou on limite au maximum les manutentions manuelles et on met à disposition des outils d'aide. On se protège avec de courtes pauses lorsque le geste est répété et avec tous les EPI. Et on adapte son poste de travail. Alors, si on mettait tout ça en place avant d'avoir mal? Ouais, il y a beaucoup de gestes simples qu'on fait tous les jours qui vont solliciter les membres, le dos, que ce soit sur chantier, en atelier ou dans le dépôt, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Ces manutentions manuelles elles vont être répétitives. Ça va être le couvreur qui pose des tuiles, le démolisseur qui utilise un marteau-piqueur, le peintre qui intervient sur un plafond avec les bras en l'air. Voilà, dans de nombreuses situations, le compagnon est confronté au risque d'atteinte musculaire et articulaire. Je te repasse la main, Mélodie. Alors, le mot-clé en parlant de TMS, c'est vraiment la multifactorialité. Un TMS n'a jamais qu'une seule cause. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte, souvent, deux compagnons qui vont faire la même chose, la même tâche, ne vont pas forcément développer les mêmes troubles. Et peut-être aussi qu'il y en a un qui peut développer un trouble et un autre pas du tout. Donc, en fait, c'est toujours une combinaison de facteurs et c'est aussi ça qu'il faut retenir. Nous, on va vous parler de certains facteurs, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il faut avoir à chaque fois une vision globale et prendre en compte tous les facteurs quand on parle de TMS. On a aussi un facteur sur lequel vous ne pourrez pas trop jouer, qui est la sensibilité individuelle. Donc, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte, mais par contre, ce n'est pas quelque chose, ce ne sera pas une cible pour la prévention, à la différence en fait, des autres facteurs. Vous n'avez pas vraiment la possibilité d'agir sur ce facteur-là, mais il faut le connaître.
En cas de difficulté, d'ailleurs, particulière d'un salarié pour réaliser une tâche, par exemple lors de gestes répétés dans des postures inconfortables, il faut penser à l'orienter vers son médecin du travail afin d'identifier la difficulté et potentiellement des solutions. Donc maintenant, on va voir un petit peu les TMS en chiffres. Qu'est-ce que ça donne? Si on regarde, on voit que 88% des maladies professionnelles reconnues dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sont liées à des TMS. Donc, on a un impact financier et économique qui est important. On a plus de 2 millions de journées de travail qui sont perdues du fait des arrêts de travail des salariés touchés et dont plus de 10% de ces arrêts sont en lien avec le mal de dos. En tout, ce sont plus de 8 millions de journées de travail qui sont perdues chaque année dans le secteur du BTP en lien avec les accidents du travail plus les maladies professionnelles. Et pour les entreprises, c'est l'équivalent de 36 000 emplois à temps plein pour un coût direct de plus de 200 millions d'euros versés au titre de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, vous voyez que c'est pas négligeable du tout, les TMS. Donc, je vais repasser la main à Xavier. On va aller détailler un petit peu plus ce que sont les TMS. Voilà, on va voir ce qui est impacté. Quand on parle de TMS, les parties du corps qui peuvent être impactées. Alors, on appelle TMS, troubles musculo-squelettiques, mais ça ne va pas concerner que les muscles et le squelette, ça concerne surtout les parties qui vont joindre justement ces muscles et ce squelette. Donc, ça peut effectivement concerner les muscles, les tendons qui vont relier ces muscles aux os, les gaines qui vont protéger les tendons, les bourses séreuses, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les disques intervertébraux, tout ce qui va concerner la périphérie des articulations des membres supérieurs, des membres inférieurs ou bien de la colonne vertébrale. Les TMS, c'est un déséquilibre entre les capacités physiques du corps, le corps il est capable de supporter un certain nombre de choses, et puis les sollicitations excessives qu'on peut lui exposer dans le milieu professionnel. C'est ce qu'on appelle des risques à effet différé, c'est-à-dire que les pathologies apparaissent souvent de manière progressive. Ça va être plus ou moins longtemps après l'exposition aux facteurs qui vont en être à l'origine. Les premiers signes, généralement, ils sont négligés, parce que ça peut paraître anodin ou habituel dans le milieu professionnel. Ça peut être des petites douleurs, des pertes de force musculaire, des pertes d'habilité, des fourmillements dans le bout des doigts, comme le syndrome de canal carpien. Ces phénomènes ou ces symptômes, ils peuvent évoluer plus ou moins vite en fonction de la personne vers des troubles plus graves qui peuvent devenir irréversibles. Les douleurs qui étaient occasionnelles, elles deviennent permanentes, ce qui va provoquer une inaptitude, voire un handicap de la personne. Pour résumer, donc tous ces symptômes douloureux réduisent la capacité physique. Ça se fait au fil de l'exposition et ils vont apparaître de manière progressive et plus ou moins longtemps après l'exposition. Lorsque on arrive à faire le lien entre la pathologie du salarié, ses douleurs ou ses incapacités et ce qu'il a pu faire dans le milieu professionnel, il pourra être reconnu dans ce cas-là en maladie professionnelle. Alors, si on regarde notre bonhomme sur la droite, vous pouvez voir en fait les grandes articulations qui vont être touchées par les TMS et puis le nom en fait de la maladie qui est marqué en dessous. C'est la maladie professionnelle qui va être associée à cette articulation-là. Donc, certaines maladies, il faut le savoir, sont typiquement des TPS qu'on va retrouver dans certains métiers. Par exemple, si on prend notre articulation du genou, on peut voir la bursite ou l'hygroma. C'est une maladie professionnelle qui est assez quand même spécifique du carreleur, qui travaille à genoux, du plombier aussi. On peut avoir du coup pour l'épaule la tendinite de l'épaule. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez le plaquiste, chez le peintre, chez le tireur de râteau pour l'application d'enrobé. Et puis, si on prend le poignet, le syndrome du canal carpien, lui, on peut le retrouver beaucoup chez les administratifs qui utilisent de façon intensive la souris et le clavier. On peut aussi retrouver ça chez les électriciens. Donc voilà, il y a certains métiers qui sont quand même touchés par certains TMS très spécifiques et voilà, et c'est compliqué. Ça nécessite en fait une prise en charge. Il faut savoir que souvent, en fait, ces maladies professionnelles, elles commencent par des arrêts qui sont assez courts et qu'en fait, plus la prise en charge médicale est précoce, plus l'arrêt va être de courte durée. Sauf qu'on est quand même dans un contexte actuel de démédicalisation et ça ne favorise pas la prise en charge précoce. Donc, je vais vous citer quelques chiffres qui viennent de l'assurance maladie et qui datent de 2023 concernant justement la répartition des maladies professionnelles par rapport aux articulations qu'on vient de voir. Donc, ce sont les épaules qui sont le plus touchées avec 35%.
Vous avez aussi le coude à 27%, puis les mains et les poignets à 23% et le dos à 13%. Donc en fait, on se dit dos 13%, c'est peut-être pas beaucoup en fait, alors qu'on parle surtout de ça comme la maladie du siècle. Ça correspond en fait aux maladies professionnelles et en pratique, on n'a pas tout ce qui est lié au dos qui est reconnu comme maladie professionnelle, mais justement que les hernies discales avec sciatique dans un territoire correspondant. Donc tout ce qui est lombalgie chronique, pincement discal, arthrose, ça, c'est pas des maladies professionnelles. Et en revanche, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'accidents du travail qui concernent le dos. On a quand même 10% des accidents du travail au total qui sont liés au dos. Donc maintenant, on va passer à un facteur de risque qui sont les efforts physiques soutenus. À noter que pour les efforts physiques, chaque individu a ses propres caractéristiques physiques et caractéristiques en plus qui sont variables selon d'autres facteurs, selon les jours, on est plus ou moins en forme, selon les conditions climatiques et tout ça, ça complique une définition très précise de ce facteur-là. C'est également une notion qui a une dimension individuelle. La perception de l'intensité de l'effort, elle est variable d'un salarié à un autre et c'est en particulier aussi lié à sa capacité musculaire. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'une manutention manuelle, ça ne génère pas forcément un effort physique soutenu. Dans le cas précis de facteurs de risque de TMS, on va parler d'efforts réellement intenses qui sont quand même loin d'être le quotidien sur les chantiers, fort heureusement. Un salarié qui va soulever une bordure ou l'autre qui va porter un garde-corps d'échafaudage, voilà, c'est une situation ponctuelle, ils ne seront pas forcément essoufflés, malgré des efforts qui peuvent être un peu significatifs. Tout est en fait dans le ponctuellement significatif. Faut que ça joue en fait sur la fréquence cardiaque. Et une fréquence cardiaque avec 80% de la fréquence cardiaque maximale, c'est extrêmement rare dans une journée de travail, quel que soit le métier. Donc le problème, il va plutôt venir de la quantité d'efforts soutenus sur la journée. Donc, c'est souvent malheureusement concentré sur une région du corps, ce qui fait ressentir une fatigue musculaire qui va nécessiter le repos, et puis une fatigue qui sera plus diffuse le soir et qui va être continuée après le travail, en fait. Donc, quelles sont les conséquences des efforts physiques intenses Donc, ça va être une interruption de la tâche au bout d'une certaine durée, parce qu'on va avoir besoin d'un relâchement musculaire et d'une récupération, et ça, c'est surtout dans le cas d'efforts vraiment physiques soutenus et en position statique. D'une manière générale, ça va être de la fatigue, des courbatures, et puis aussi des effets mesurables sur la respiration et la fréquence cardiaque. Ça doit jouer là-dessus. Donc maintenant, on va passer à un autre facteur de risque que sont les gestes répétés. Voilà, un deuxième facteur de risque, les gestes répétés. Alors, quand on parle de gestes répétés, c'est défini dans le Code du travail. Pour les passionnés de Code du travail, c'est l'article D 4131-1. Donc, le travail répétitif est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant pour tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Voilà ce que dit cet article. Ça ne correspond pas exactement aux gestes répétitifs dans le bâtiment et les travaux publics. On est plus là sur une notion d'industrie, mais il existe couramment des situations où on va retrouver la répétition d'un même geste sur une durée plus ou moins importante. Ces gestes, ils sont nécessaires pour la réalisation de la tâche, et cette répétition, même si elle ne correspond pas exactement à la définition de l'article du Code du travail, elles ont des gestes, elles ont des effets à effet différé sur l'organisme quand même. Si vous ajoutez ça à du port de charge ou des postures contraintes, ça va participer, voire accélérer l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Les gestes répétitifs à une fréquence élevée, ils occasionnent des troubles justement sur les articulations, sur les muscles, sur les tendons, sur les nerfs. Ça peut toucher les membres, les épaules, l'ensemble de la colonne vertébrale. Et c'est un des facteurs identifiés d'apparition des troubles musculo-squelettiques. Alors, les symptômes qui peuvent apparaître, que vous voyez figurer à l'écran, ça va dans un premier temps, ça va être une fatigue, puis vont apparaître des douleurs. On basculera ensuite sur un déséquilibre articulaire. Alors, c'est particulièrement vrai pour l'articulation de l'épaule, avec une usure prématurée des cartilages, des tendons et des ligaments. La gêne ponctuelle dans le mouvement, ça peut aller jusqu'à des situations plus graves, avec des difficultés à exercer son métier. Donc, on n'est plus capable d'exercer l'ensemble des postures ou des tâches qui sont assignées à son métier. Et puis, on débouchera sur une gêne permanente qui peut amener à une incapacité permanente. Ces pathologies liées aux gestes répétitifs, vous les retrouvez dans le cadre de celles qui sont indemnisées au tableau 57 des maladies professionnelles.
Donc, les gestes répétitifs, ça peut être avec ou sans outils. Ça va être des situations qui sont à prendre en compte, qui vont être dynamiques dans le mouvement. Et la répétition de ces gestes, généralement, ils sont associés à des postures ou à des actes de manutention manuelle. Donc, ça peut être de la pose de matériaux, d'action de poignet avec ou sans outils. Ça peut être des actions de terrassement, du pelletage, du piochage. On travaille en soulevant des charges au-dessus de la tête, avec les bras levés, avec les bras en extension. La mise en place de matériaux avec une rotation du tronc et des épaules. Ça peut être transporté, tiré, poussé, une charge de manière répétée. Ça peut être des mouvements d'appui, des mouvements rotatifs, par exemple sur du lissage d'enduit, ou alors des prises de force ou avec un mouvement de pince avec la main. Je te repasse la main, Mélodie, pour la suite sur ce... Oui. Alors, vous avez une norme qui est la norme NF-EN 1005-5 qui va caractériser la répétitivité gestuelle importante par un temps de cycle inférieur à 30 secondes ou alors l'exercice d'une activité répétitive pendant 50% du temps de travail. Et puis, le risque d'atteinte musculo-squelettique est aggravé lorsque la fréquence d'action est supérieure à 40 actions techniques par minute. Donc, ça fait en gros 1,5 secondes par geste. Donc, si la répétition de gestes rapides et contraints tels que définis ci-dessus sont rares dans le BTP, heureusement, vous avez quand même une répétition de gestes qui sont effectués à un rythme rapide et de façon assez courante pour tout ce qui est tâches de réglage, de mise en place de matériaux, de préparation de support, d'application de produits, la manutention aussi. Mais voilà, ça représente quand même souvent pas non plus 50% du temps de travail. Tous ces gestes, ils sont réalisés dans le cadre d'une organisation du travail et généralement associés à des efforts musculaires, des postures contraignantes, des vibrations produites par les outils et parfois réalisés dans des ambiances froides et humides. Donc, vous voyez, en fait, on a un cumul de facteurs de risque de TMS. On a aussi certaines articulations et zones qui sont plus concernées que d'autres. Et comme on l'avait précédemment dans les chiffres, en fait, les épaules sont hyper sollicitées dans la plupart des métiers. Donc, c'est vraiment les épaules, le nerf de la guerre. Vous avez aussi des postes qu'on oublie parfois de considérer et qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est tout ce qui est les postes de travail dans les bureaux, dans les ateliers et les dépôts qui sont également à considérer. Et puis, il faudrait essayer au maximum de favoriser la polyvalence et l'alternance de tâches sur les chantiers pour éviter d'être dans ces gestes répétés en continu. Donc, on va maintenant passer à un autre facteur de risque qui est les postures contraignantes. Donc, en situation de travail, une posture pénible, elle est définie comme une position forcée des articulations. Donc, c'est principalement une posture qui est dans un angle extrême de l'articulation. Donc, par exemple, pour l'épaule, c'est vraiment le bras au-dessus de la ligne des épaules, vraiment en l'air, quoi. Ou pour le dos, c'est le tronc courbé en avant, mais une très grosse flexion pour aller chercher quelque chose au sol, par exemple. Tout ce qui est position accroupie, les positions aussi à genoux, et puis parfois à genoux avec les bras en l'air, en compensation de déséquilibre. Donc voilà, vous avez parfois un cumul aussi de postures contraignantes. Et attention, il n'y a pas qu'une notion d'amplitude extrême, mais il y a aussi le positionnement du corps avec un maintien. Donc notamment le maintien de posture articulaire durant de longues périodes, ça va générer des contraintes physiques qui peuvent être locales, une posture des bras sans appui, un maintien prolongé d'une posture accroupie, par exemple, ou le dos penché en avant, mais aussi, ça génère des contraintes physiques qui vont être plus globales. Une posture statique prolongée, telle que penché en avant, les bras tendus pour réaliser une soudure, par exemple. Les effets ressentis peuvent être rapides, une douleur, une fatigue musculaire, ou à plus long terme, on va avoir une usure prématurée des articulations, des lésions musculo-squelettiques, qui vont entraîner une diminution de la performance au travail. Donc, les postures contraignantes, c'est l'une des principales limites des exosquelettes, parce qu'on entend beaucoup parler d'exosquelettes. Faut savoir qu'en fait, les exosquelettes vont permettre de répartir les charges qu'on porte différemment sur le squelette du porteur. Mais par contre, la posture contraignante, elle va toujours exister malgré l'exosquelette. Alors, si on s'intéresse maintenant aux situations de travail et aux facteurs aggravants, on peut distinguer les postures inconfortables du corps et des membres. Les bras levés, on travaille sur des murs au plafond, accroupi, on va travailler au niveau du sol. On va distinguer ça des postures contraignantes ou contraintes. Donc là, par exemple, c'est lors du positionnement ou du maintien d'éléments, en cours de réglage de fixation ou lors du travail en espace restreint, confiné, encombré, donc quand on est dans les vides sanitaires, par exemple. On va avoir des facteurs déterminants qui sont à évaluer. Vous avez la durée de maintien,
l'effort musculaire associé à la posture ou les efforts musculaires, et puis les appuis prolongés ou alors si on est dans une répétition de la posture. On va avoir des facteurs aggravants, et malheureusement, il y en a une petite liste, qui sont la réalisation d'efforts importants et ou prolongés, la répétition et la fréquence de certains gestes nécessaires à la tâche, tout ce qui est durée et rythme important des tâches, les facteurs non contrôlables comme le froid, l'humidité, les vibrations, le vent, surtout quand on travaille en extérieur, tout ce qui est poste de travail ou zone de travail qui peuvent être mal organisés et qui sont des facteurs aggravants, l'encombrement, le stockage, la coactivité, ou alors quand on est mal équipé avec des supports de fortune, des utilisations d'équipements et outils inadaptés ou vétustes. Vous avez tout ce qui est caractéristique du milieu de travail qui peuvent être défavorables quand on doit travailler par exemple à genoux sur une surface rugueuse, humide, quand on a des espaces non aménagés, encombrés, mal stabilisés ou des zones de travail exiguës. Et vous avez aussi comme facteur aggravant l'absence de pause qui va indiquer une absence de récupération. Donc, je vais passer la main à Xavier qui va vous donner d'autres exemples. Voilà, comme autre exemple qu'on peut retrouver, c'est poser du lambris, soulever une porte, installer une toiture. Comme tu l'as dit, Mélodie, il y a certaines amplitudes gestuelles et positions de travail prolongées qui peuvent être particulièrement sollicitantes et qui vont provoquer des TMS. Le travail les bras levés ou en extension, le fait de travailler à genoux, de soulever une charge au-dessus de la ligne des épaules, de déplacer des matériaux avec le mouvement de torsion du tronc des épaules. Le travail à genoux, voilà, c'est le fait d'exercer une prise de force ou en pince avec les mains. Donc, tout ça rentre dans le cadre des postures et des gestes professionnels qui peuvent être contraignants. Dans certains cas, ça peut être évitable, mais dans nombreux cas, si on réalise ces gestes-là, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Ces situations, elles peuvent engendrer du coup un aménagement du rythme de travail si elles sont inévitables. Il va falloir peut-être augmenter le temps de pause, en tout cas la fréquence des pauses pour permettre à l'opérateur de pouvoir récupérer de ces postures-là. Il y a divers facteurs qui peuvent aussi impacter le risque de développer ces troubles musculo-squelettiques et articulaires. Ce fait de devoir travailler vite, alors du fait, par exemple, d'une prise ou de séchage court sur certains matériaux. Ça peut être aussi des chantiers qui peuvent être compliqués ou qui sortent un petit peu de ce que vous pouvez trouver habituellement, sur des situations inhabituelles, ou des situations de coactivité avec beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnel qui va travailler dans un espace un peu plus restreint et vous obliger à avoir des postures un peu plus contraintes. Il y a aussi l'utilisation d'outils qui vont être inadaptés, de machines qui vibrent. Il y a aussi des facteurs environnementaux. On en a déjà parlé, Mélodie l'a déjà évoqué, mais le fait de travailler dans le froid ou au contraire de travailler dans le chaud, même si ça ne déclenche pas spécifiquement une TMS, ce sont des facteurs qui peuvent être aggravants, qui peuvent participer même sur sa partie vibration à l'augmentation des TMS. Il y a des facteurs propres à la personne qui sont l'âge, sur lequel on peut pas intervenir, mais qu'on doit prendre en considération, son expérience ou son ancienneté, qui peut avoir une influence. Un compagnon qui va être novice dans le métier ou dans le poste, dans l'entreprise, va pas forcément adopter la bonne posture. Un compagnon qui va être un petit peu plus âgé, peut-être qu'il sera un peu moins alerte pour prendre les postures adéquates. Puis à l'inverse, un compagnon qui a un petit peu de savoir-faire ou qui est un petit peu expérimenté, lui, il aura une technique qu'on peut appeler de prudence et une expérience sur les gestes à adopter pour travailler de façon confortable. D'une manière générale, tout ce qui permettra dans l'aménagement de situation de travail et de l'organisation de diminuer la fréquence, la durée de ces sollicitations, réduire l'amplitude des postures, réduire l'amplitude des gestes à réaliser, ça va contribuer à limiter les risques de TMS. C'est vraiment l'inverse de la devise olympique, c'est vraiment la moins haut, moins fort et moins loin. Alors, la prévention des TMS, ça impacte aussi certains enjeux qu'on va voir juste derrière. Donc, vous avez 4 enjeux principaux. Donc, le premier, c'est les enjeux humains, de manière générale, que ce soit accident du travail ou maladie professionnelle. Les situations problématiques, ça engendre déjà à peu près 47% des accidents du travail dans le BTP. L'usure professionnelle, de manière générale, les éventuelles incapacités temporaires qui peuvent être générées par les TMS sont autant de raisons d'agir sur ce facteur humain, puisque
Le but, c'est de pouvoir préserver l'intégrité physique des travailleurs. Le deuxième facteur, c'est tout ce qui va être enjeux sociaux, c'est le maintien en bonne santé au travail des salariés, hein, le maintien dans l'employabilité. Vous n'avez pas d'incapacité physique, notamment pour les personnels qui sont un petit peu plus âgés. C'est aussi un facteur de cohésion sociale dans votre entreprise, le fait de prendre soin des salariés, de leur donner de bonnes conditions de travail, et ça leur permet de se maintenir dans la perspective d'une évolution professionnelle que vous pouvez également faire avec un parcours professionnel qui peut être personnalisé. Pour les autres facteurs, je vais te laisser la main, Mélodie. Oui, on a également des enjeux économiques. Donc, on en a parlé au niveau des chiffres tout à l'heure. Les TMS ont un coût pour la société, mais aussi un coût pour l'entreprise. Donc, on parle de coûts directs. C'est le coût de la maladie professionnelle pour l'entreprise, le coût de l'accident du travail, la cotisation employeur qui peut être impactée. Mais on a aussi des coûts qu'on va appeler indirects. Donc, c'est tout ce que ça va engendrer pour l'entreprise, ça va la désorganiser. On peut avoir des retards éventuels associés, une perte de savoir-faire, une perte de production, des difficultés de recrutement. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ces coûts indirects, ils représentent 3 fois les coûts directs. Donc, c'est loin d'être négligeable pour l'entreprise. Donc, agir sur les TMS, c'est un levier possible de performance pour l'entreprise et ça, on va le voir un petit peu plus loin dans le webinaire. Dans la 3e partie, en fait, vous allez découvrir des solutions qui sont issues de pratiques d'entreprise et puis certaines d'entre elles ont justement fait l'objet d'une étude économique qui montre qu'agir en prévention, ça peut rendre l'entreprise plus performante. Donc, on a aussi des enjeux juridiques. En cas de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si les facteurs de risque, dont on vous parle là, mais qui ne sont pas les seuls, mais en tout cas, si les facteurs de risque ne sont pas évalués ni formalisés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et que le plan d'action ne prévoit pas de mesures de prévention spécifiques pour prévenir le risque de TMS, en fait, la faute inexcusable de l'employeur peut être engagée. Et de même, il appartient à l'entreprise d'inclure dans l'étude de poste de ses salariés les conditions de manutention manuelle, de posture contraignante, de répétition gestuelle, afin de prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques liés à leur santé et à leur sécurité. Nous le rappelons, les TMS peuvent être des maladies professionnelles invalidantes. Les atteintes musculo-tendineuses et articulaires, elles peuvent concerner l'ensemble du corps, vous l'avez vu, les différentes articulations, et elles se traduisent par des douleurs et peuvent entraîner des adaptations, aménagements de poste, des restrictions d'aptitude, des incapacités permanentes, voire des handicaps. Vous avez un petit peu le schéma du moins pire au plus pire, quoi. Les TMS sont insidieux. C'est-à-dire qu'en fait, ça va apparaître de façon progressive et ça va s'installer durablement. Et quand c'est là, souvent, on ne revient pas en arrière. C'est pour ça que c'est important aussi de dépister ça au stade le plus précoce. Et ce stade-là est souvent un peu négligé. Ce stade 1, qu'on va appeler ça, c'est comme une douleur ou une gêne fonctionnelle qui va apparaître à l'activité, mais qui va disparaître, par exemple, quand on va être au repos, qu'on va retourner chez soi. Le stade 2, ça va être tout ce qui est douleur ou gêne qui vont apparaître plus vite et ça va persister même quand on rentre chez soi. Et même quand on est en vacances, par exemple, sur une durée un peu plus longue de repos. Et puis le stade 3, douleur chronique, perte de mobilité articulaire ou de force, une gêne au travail et dans la vie quotidienne. Et c'est vrai que ce stade, il est absolument à éviter. Donc maintenant, on va passer sur une autre slide et on va voir comment on évalue les risques de TMS. Merci Mélodie. Donc une fois qu'on a pu définir ce que c'était qu'un TMS, l'entreprise doit se dire, est-ce que je suis concerné par ça ? Et si elle est concernée par ce risque de TMS, effectivement, il faudra évaluer ce risque TMS, suivant les principes généraux de prévention. Alors, cette organisation, ça suppose d'évaluer les risques dans le contexte général de ses activités, dans un premier temps, et ça représente déjà une part importante de l'entreprise, au même titre que d'autres tâches qui peuvent être structurantes, la comptabilité, planification de vos chantiers, l'organisation des commandes, de matériaux ou l'exécution de vos chantiers. Ça fait partie du métier et du quotidien d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics. Donc, en vous appuyant sur les principes généraux de prévention, cette évaluation vise à identifier l'ensemble des risques auxquels sont exposés vos collaborateurs. Pas uniquement ceux avec lesquels ils travaillent, mais bien également ceux qui peuvent provoquer à terme des TMS. À partir de cette évaluation, vous pourrez définir des actions de prévention, les prioriser et ainsi, au fur et à mesure, gagner de la performance. L'évaluation, en général, sera complétée également par des mesures qui peuvent être adaptées à chaque chantier. Parce que chaque chantier a des conditions spécifiques, comme rien que l'installation ou le repli de chantier,
Il y a des conditions d'environnement qui peuvent être propres au chantier. Ça peut être des accès, ça peut être aux structures des ouvrages existants, ça peut être d'autres entreprises qui peuvent être présentes, donc c'est cette notion de coactivité. Vous pouvez également avoir des activités qui sont potentiellement présentes sur un site, si vous intervenez sur un site occupé. Donc tous ces facteurs-là seront à prendre en compte et pourront amener à faire évoluer votre document unique, en tout cas pris en compte dans vos méthodologies ou vos PPSPS ou plans de prévention si vous intervenez sur des chantiers spécifiques. Sur la partie de l'évaluation du risque TMS, je vais te redonner la main, Mélodie. Alors, pour évaluer le risque TMS, et là, on va prendre en particulier le facteur de risque lié aux manutentions manuelles pour vous donner un exemple, en fait, comment on décline ça selon les principes généraux de prévention. En premier lieu, il faut éviter le recours à la manutention manuelle des charges. Donc, en fait, il faut analyser vos activités et voir si on peut éviter le recours à la manutention manuelle des charges. Il faut accorder ensuite la priorité à la manutention mécanique aux appareils de levage, dans le cas où, évidemment, on ne peut pas forcément éviter la manutention manuelle. Il faut ensuite évaluer les risques que représentent les manutentions qui n'ont pu être évitées en prenant en compte les différents facteurs de risque qui sont liés aux manutentions manuelles. Il faut mettre en place des mesures d'organisation appropriées, des moyens adaptés, tout ce qui est aide mécanique, moyens de préhension. Il faut limiter au maximum le port manuel de charge lorsque toutes les mesures pour les éviter ont été mises en œuvre. Il faut former le personnel au déplacement des charges et puis fournir des équipements de protection individuelle adaptés. Il faut savoir aussi qu'il existe une limite réglementaire au port manuel de charge qu'on va retrouver dans le Code du travail. D'une manière générale, les travailleurs ne peuvent être admis à porter des charges supérieures à 55 kg qu'à condition d'y avoir été reconnus aptes par le médecin du travail. Et les charges transportées ne peuvent en aucun cas dépasser 105 kg. Les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg. Et pour tout ce qui est jeunes travailleurs, les limites dépendent en fait de l'âge et du sexe. Donc, on va maintenant passer à la prévention des TMS en adaptant l'organisation. Et je repasse à Xavier. Je te remercie. Effectivement, il y a des mesures de prévention qui doivent être choisies en fonction de votre évaluation du risque. Et une des mesures sur lesquelles vous pouvez intervenir, c'est l'organisation de manière générale du travail. Pour travailler sur ce thème-là, vous pouvez, alors travailler vous en tant que chef d'entreprise, encadrement, vous pouvez mettre en place des groupes de travail internes, vous faire participer le CSE, vous aider d'un préventeur externe, également vous baser sur certaines ressources comme des études de l'OPP-BTP que vous pouvez retrouver sur notre site préventionbtp.fr et qui peuvent concerner différents métiers. Vous avez également la démarche TMS Pro, vous avez également des formations pour faire monter les personnels en compétences et leur permettre d'analyser les situations de travail. Donc tout ça permettre, en termes de personnel, de faire évoluer l'organisation du travail. D'un autre point de vue, tout ce qui est manutention mécanisée, ça va être un indispensable au transport le transport et le levage de matériaux. Alors ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être de la grue, du monte-charge, un simple diable électrique, ça peut déjà être des équipements qui peuvent faire évoluer votre organisation. Alors, prendre aussi en considération que si ça améliore le risque sur TMS, ces engins-là, ils exposent aussi à des risques spécifiques tels que le basculement ou l'heure. Donc, il faudra aussi les prendre en sécurité, voire compléter les formations de personnel pour qu'ils puissent les utiliser de manière sécurisée. Vous pouvez travailler sur les modes opératoires également, sur cette partie organisation. Donc, ça va être un document technique qui va préciser l'ordonnancement des tâches, les moyens techniques, les mesures de sécurité que vous mettez en place, éventuellement les contrôles que vous pouvez mettre en place. Tous ces modes opératoires, ils doivent être adaptés à la tâche à effectuer. Aux matériaux que vous allez utiliser, aux compétences de vos salariés, et ça va être ajusté à chaque chantier. Et éventuellement, sur des retours des salariés que vous pouvez avoir, si vous mettez en place un mode opératoire qui est pas forcément complètement en adéquation avec ce qu'ils font, peut-être que les salariés vont faire un retour qui sera à prendre en compte pour amener ce mode opératoire. Vous pouvez également programmer vos approvisionnements. Ça fait partie de l'organisation du chantier également, cette programmation. Donc, vous pouvez la mettre sur un document qui permettra de vous formaliser les différents moyens d'approvisionnement et choisir l'équipement qui sera le plus adapté pour les matériaux que vous aurez manutentionnés sur le chantier. Vous pouvez également mettre en place des moyens communs.
notamment par l'intermédiaire du maître d'ouvrage. Sa qualité de donneur d'ordre, il est impliqué dans le premier lieu dans la prévention de ce risque, par la mise en place, quand c'est possible, d'une organisation logistique. Donc lui aussi, le maître ouvrage, il est soumis aux principes généraux de prévention, et il doit le mettre en place dans le cadre de la coordination espèce sur les chantiers. Pour que ce soit plus efficace, cette organisation logistique, c'est bien que les entreprises puissent faire une demande collective au maître d'ouvrage, ce qui favorisera la meilleure prise en compte des différents besoins. Alors, le maître d'ouvrage peut également bénéficier de l'aide de l'OPPBTP, des conseils de l'OPPBTP et de la CARSAT. Et vous, à titre individuel, vous pouvez être accompagné pour évaluer, vous équiper contre ce risque de TMS et des moyens de protection qui vont être liés au levage ou au port de charge. Pour la gestion de la coactivité, je te redonne la main, Mélanie. Donc, la gestion de la coactivité sur les chantiers du BTP, elle est réalisée par la coordination sécurité protection de la santé, donc on dit plus couramment un SPS. Il y a 3 catégories d'opérations qui déterminent des niveaux de coordination. Je vous invite à aller rechercher du coup ces 3 niveaux. Je ne vais pas vous les détailler, ce ne sera pas très intéressant pour vous et beaucoup trop long, mais je vais juste vous parler surtout de la catégorie 3 quand on n'a pas d'obtention de permis de construire. C'est normalement un des entrepreneurs présent sur le chantier au cours des travaux qui doit assurer la coordination des travaux. Et ça, dans les faits, c'est pas toujours le cas. Et pourtant, au niveau organisation, ça a un gros impact. Et puis, ça peut jouer évidemment sur les TMS aussi. Donc, je vous parle ensuite des zones de stockage. Ça, idéalement, ça doit vraiment être réfléchi avant le chantier pour que les zones doivent être bien identifiées et que l'idée première, ça doit être de réduire tout ce qui est déplacement entre la zone de stockage et le poste de travail, donc qui soit relativement assez près. Faut favoriser tout ce qui est phase de déconditionnement pour qu'elle soit le plus confortable possible et puis en sécurité, et favoriser tout ce qui est utilisation de moyens de levage et ou d'aide à la manutention. Et puis favoriser tout ce qui est livraison à pied d'œuvre. Ensuite, l'idée, c'est de regarder au niveau des postes de travail et lieux de travail, sachant que la réglementation elle demande en fait à ce que l'exécution des travaux se fasse dans des conditions ergonomiques. C'est le code du travail qui le dit, donc c'est vrai que ça doit être étudié pour les salariés. Et l'objectif, c'est évidemment de lui permettre d'accéder facilement et en sécurité à son poste de travail. L'aménagement favorise tout ce qui est exécution du travail en supprimant ou en réduisant au minimum les postures contraintes. Donc ça, vraiment, ça doit être réfléchi et analysé. Et puis, c'est bien de le faire avec le salarié, de l'associer à cette réflexion, parce qu'elle est en fait dans son intérêt et parce que souvent, ils sont porteurs d'idées concrètes et de retours d'expérience qui permettent d'envisager différemment les aménagements à mener. Donc maintenant, je vais repasser la main à Xavier et on va vous parler d'une méthode pour prévenir les TMS. Voilà, c'est un exemple de méthode pour vous aider à prévenir les TMS, qu'on appelle la méthode LAR. Donc ici, on va faire un regroupement de situations de travail qu'on a vu un peu précédemment et qui vont permettre de mieux analyser justement les situations de travail. Donc vous avez la phase livraison. Donc c'est tout ce qui va se passer soit du dépôt de votre entreprise jusqu'au chantier, soit de l'intervention du fournisseur jusqu'à l'entrée de votre chantier. Il y a certaines situations qui vont être rencontrées pour le chargement, déchargement de véhicules, camions, qui peuvent être sources de TMS. Il y a certains choix qui vont pouvoir, dès cette étape-là, engendrer plus ou moins de contraintes sur votre chantier. Si par exemple vous êtes des reprises de colis en plusieurs fois, ou à l'inverse, si vous avez la possibilité de faire livrer vos matériels et matériaux à pied d'œuvre. Ensuite, il y a toute la phase approvisionnement, ce qui se passe entre l'arrivée sur le chantier, qui a été faite dans la phase livraison, et le poste de travail. Correspond des situations entre l'approvisionnement du livreur et l'approvisionnement directement à pied d'œuvre. Ou, à contrario, ça va être tout ce qui va être déchargement du véhicule vers un stock tampon avec la reprise de matériaux plusieurs fois pour approvisionner le poste de travail. Donc, c'est une phase qui est importante, qui peut se révéler cruciale pour la prise en compte de situations dangereuses. Cette phase, elle est souvent dépendante de votre organisation du chantier, avec, si on a pris en compte la mutualisation des moyens de levage, d'approvisionnement, si vous avez pu bien définir vos zones de stockage en amont, il y a souvent des solutions pour les optimiser, et même indépendamment du chantier ou de votre organisation de manière générale. La troisième phase, c'est la phase réalisation.
Ça suppose une organisation du poste de travail, des moyens, des modes opératoires qui sont définis, les matériaux que vous allez employer, le nombre de personnes sur chantier, leurs compétences. Voilà, tout ça, c'est autant de paramètres qui vont être à prendre en compte pour trouver de bonnes solutions. Et on va voir à la suite, on a plusieurs ressources à vous partager sur ce sujet. Donc, je vais te passer la main justement sur ces moyens techniques, Mélodie. Oui, on peut prévenir les TMS en adaptant, par exemple, les matériaux. Si on s'intéresse à tout ce qui est conditionnement, la nature même des matériaux, qui peuvent être cause de manutention manuelle lourde, qui sont délicates ou répétées, il est opportun en fait, de s'informer des produits disponibles et de retenir des conditionnements qui sont peut-être plus adaptés aux tâches à exécuter lorsque c'est possible, évidemment, parce que ce n'est pas possible tout le temps. Des outils aussi existent pour faciliter le calcul des poids des matériaux et mettre en place des moyens de manutention adaptés, sachant que quand même les tailles et le poids des matériaux, ça joue un rôle essentiel dans le traitement du risque TMS. Lorsque c'est possible, on essaye de privilégier des formats plus légers ou plus faciles à manipuler, des bordures en ciment, des sacs de ciment ou de sable, le carrelage. Les conditionnements permettant d'éviter des manipulations successives sont à rechercher pour ne pas avoir à dépallettiser puis réemballer avant de manipuler, ce qui se fait parfois. Les livraisons à pied d'œuvre sont également organisées. Faire livrer les matériaux dans le sens de leur utilisation. Par exemple, tout ce qui est agglo, béton, rangé sur palette avec les alvéoles vers le bas pour éviter d'avoir à retourner, ce qui est une manipulation supplémentaire. Deuxième point, les moyens de manutention. Donc, tout ce qui est gestion des approvisionnements au poste du travail, ça fait partie de l'organisation du chantier. Et les moyens de manutention, ils sont à choisir en fonction du bâtiment à construire, des matériaux à utiliser, de l'environnement du chantier. Donc, tout ça, ça se réfléchit en amont. Et puis, on peut citer aussi qu'il est nécessaire de prendre en compte l'organisation des approvisionnements en fonction du plan d'installation de chantier, quand il y en a un. Il sera judicieux de préciser, en fonction des déplacements horizontaux des charges à l'extérieur comme à l'intérieur de l'ouvrage, les moyens de manutention à privilégier. Pareil pour les déplacements verticaux. Et puis, lorsque c'est possible, la mise en service anticipée d'ascenseurs, de monte-charge, de potences de manutention motorisée, ça peut réduire de façon importante les manutentions. Sur la photo, on peut voir aussi une plateforme de travail ciseaux qui a en plus l'avantage de réduire aussi le risque de chute de hauteur, tout comme la plateforme élévatrice à niveau constant. Donc, c'est bien si en plus on peut faire un couplage de prévention de plusieurs risques, c'est encore mieux. Puis je vais repasser la main à Xavier. On va voir un moyen technique en particulier. Je vais faire une petite aparté. On a une question, une personne. Alors, je ne vais pas y répondre tout de suite, puisque on va traiter le sujet un petit peu tout à l'heure, mais au moins, on n'oubliera pas pour montrer qu'on l'a pris en compte. Comment fait-on quand on fait tout ce qu'on veut, achat d'élévateurs, monte-charge, et j'en passe, mais que les ouvriers ne s'en servent pas? Alors, on essaiera de retraiter ou de répondre à cette question-là quand on parlera de la partie formation tout à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas, on l'a bien vu, on le retraitera un petit peu ensuite. Donc, d'autres moyens techniques qu'on peut mettre en place, c'est effectivement de l'outillage ergonomique et des équipements de protection individuelle. Alors, quand on parle évidemment équipement de protection individuelle, le but, c'est quand même d'arriver à une suppression du risque. Mais dans certains cas de figure, on ne peut pas supprimer ce risque et les équipements de protection collective ne sont pas suffisants pour traiter ce risque-là. Et dans ce cas-là, il peut être opportun de mettre en place effectivement des équipements de protection individuelle. Alors, des exemples un peu classiques, c'est les genouillères pour les personnes qui vont travailler à genoux, éventuellement une ceinture pour porter le petit outillage. Voilà, ça reste ce genre de choses-là qui peuvent être adaptées ou portées par les salariés. Mais de manière générale, de toute façon, les EPI doivent être adaptés à la tâche que vous leur confiez, que ce soit, on parle de genouillères pour le TMS, mais de manière générale, et vous devez vous assurer effectivement qu'ils les utilisent. Alors, on va revenir sur la question juste à côté, après, sur la même problématique, s'ils ne s'en servent pas, on en aura peut-être un petit peu derrière. Sur l'outillage ergonomique, il y a de nombreux fabricants qui mettent en place l'outillage qui permet de réduire les postures contraignantes, que ce soit les vibrations, voire les émissions de poussière, même si là, c'est pas le risque de poussière n'est pas en lien avec les TMS, mais ça fait partie de l'amélioration
des conditions de travail. L'investissement initial, généralement, il est rapidement compensé par un gain de production ou un confort apporté aux salariés. Sur l'exemple sur la photo, c'est un chariot de ponçage par rapport à une girafe, quand même en termes de conditions de travail qui est un peu plus, quand même un petit peu mieux. Il y a d'autres exemples qui peuvent exister. Il y a des rallonges pour l'électroportatif qui permet de travailler debout plutôt que de se plier le dos ou de se mettre à genoux pour percer. Il y a des jointoyeuses mécaniques. Bon, il y a plein d'autres équipements qui existent. Pour les conducteurs de matériel ou d'engins, vous pouvez avoir des sièges ergonomiques sur les machines à conducteurs portés. Par contre, il est important de s'assurer que le siège est en bon état, qu'il y a la possibilité de le régler par rapport à le conducteur en fonction de sa taille et de son gabarit. Alors, autre possibilité, tout ce qui va être équipement qui peuvent être grutables. Donc, pour limiter le port de charge, effectivement, on va essayer d'utiliser des matériels qui vont être grutables. Lorsque ça va être possible, il faut donner la priorité aux manutentions mécaniques et en organisant, par exemple, avec l'utilisation de bateaux, la mise en place de recettes à matériaux. Alors ça, effectivement, c'est pas forcément disponible sur tous les chantiers, mais vous pouvez utiliser en complément d'autres équipements de manutention, des montes matériaux ou des diables électriques, par exemple, sur les plus petits chantiers. Voilà, tout ce qui va favoriser cette manutention mécanique qui sera à prendre en compte. Ce que vous pouvez prendre en compte également, c'est la favorisation plus près des zones de travail pour éviter le recours à des manutentions intermédiaires. Je vous renvoie à ce qu'on a dit sur la méthode LAR, en choisissant des zones de déchargement qui vont être situées à proximité des ascenseurs, des montes matériaux, des engins de levage. Si vous arrivez à gérer ça en mettant des déchargements plus près des zones de travail, vous aurez forcément moins de manutention à faire. Là, on a un exemple spécifique, ce qu'on voit sur la diapo, un panier pour cadre d'échelle d'échafaudage avec une barre d'extraction. Donc le panier, il supprime la tâche de soulèvement des cadres pour les remettre en place également. Il y a une barre horizontale qui est basculante, donc le compagnon n'a plus qu'à soulever le cadre de quelques centimètres et le faire glisser vers l'avant. Avant cet équipement-là, avec des cadres un peu plus classiques, il faut soulever le cadre de la moitié et le faire basculer vers l'avant. Donc, le panier également, il est grutable, donc ça permet de l'approcher au plus près de la zone de travail ou de la zone de pose de votre échafaudage. Et suite à son stockage, suite à son stockage, les équipements ils permettent de limiter tout ce qui va être effort de manutention. Donc ça réduit fortement pour cette tâche-là le risque d'atteinte musculaire. Donc pour cet équipement-là, si on doit résumer en trois grandes... Oui, ne passe pas trop vite, Cyril. Reviens. Merci. Ah non, si du tout. Il faut supprimer ça. Cet équipement il permet de supprimer le soulèvement des cadres d'échafaudage. Ça va faciliter les opérations de chargement et de déchargement du panier et ça va diminuer les gestes répétitifs et les manutentions. Et là, je vais te repasser la main, Mélodie, pour un autre exemple d'équipement. Alors, s'il y a des carreleurs parmi nous, ils doivent le savoir, on a quand même une tendance au format XXL pour les carrelages. Donc, c'est des carreaux qui ont une dimension supérieure de 60 par 60 cm et qui dépassent souvent le mètre carré. Donc, ces augmentations de format, forcément, elles entraînent des difficultés en termes de transport, de manutention, de découpe et de pose. Et elles imposent souvent d'avoir recours à 2 personnes pour manipuler ces carreaux et les poser, tellement ils sont grands et lourds. Et ces contraintes, elles peuvent même carrément parfois conduire des artisans à décliner ces typologies de chantier. Et puis, en plus de ça, il y a un risque de casse des carreaux et de coupure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation de travail ? Alors, éviter le recours aux manutentions intermédiaires en choisissant des zones de déchargement situées près de la zone de travail, s'équiper d'outils d'aide à la manutention des carreaux type ventouse, avoir évidemment les EPI adéquats et notamment les protections de genoux qui sont indispensables dans le métier de carreleur. Et puis, c'est important d'anticiper les moyens nécessaires pour la pose avant le début du chantier. Dans le cas là qu'on découvre sur la photo, l'entreprise elle a fait l'acquisition d'une machine Carita pour la mise en place de carrelage grand format. Cette machine, elle permet de libérer le salarié du port de charge et de limiter tout ce qui est posture contrainte, même notamment le travail à genoux. Donc la machine, elle va porter le carrelage à la place du salarié qui n'a plus qu'à le positionner à l'endroit souhaité. Et puis il y a même une position de la machine qui permet de réaliser le double encollage
et qui permet de réaliser l'opération en plus à hauteur et jusqu'à 30 kg par carreau. Donc cette innovation, elle lui permet de mettre en place jusqu'à 90 mètres carrés de carrelage par jour et donc ça améliore la performance. Les avantages du système, ça supprime le soulèvement des carreaux, puis ça facilite la pose de carreaux grand format. Je suis d'accord, ça ne correspond pas à tous les chantiers, évidemment, c'est sur les chantiers de taille importante. Donc, je vais repasser la main à Xavier, on va voir comment prévenir les TMS en développant la culture prévention à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, on a vu la partie organisation, on a vu tout ce qui est matériel, en tout cas solution technique. Il y a un dernier levier sur lequel vous pouvez agir, ça va être justement de développer la culture prévention. Donc par des formations, des démarches, de l'information, de la communication, du management de la prévention. Donc c'est un facteur, en tout cas c'est un levier essentiel pour développer avec votre culture prévention au sein de l'entreprise. Toutes ces possibilités-là permettent aux salariés d'identifier les risques, de comprendre les actions mises en place dans l'entreprise, de comprendre pourquoi il faut les appliquer, et ça participe à la réduction du risque tout en les mettant individuellement en sécurité. Il y a quelques formations qui traitent spécifiquement du risque TMS, donc le sujet d'aujourd'hui. Il y a des entreprises, peut-être qu'il y en a ici présentes, qui ont été dans le cadre de la démarche TMS Pro. Ça concernait 8000 entreprises, dont certaines du BTP, pas toutes les 8000, mais certaines qui étaient du BTP. Le but, c'était les objectifs de cette démarche, c'était de réduire les effets de l'exposition au risque de TMS et d'aider les entreprises à devenir autonomes par rapport à cette problématique-là. La démarche a été structurée en 4 étapes qui permettaient à l'entreprise d'être accompagnée et de modifier durablement cette pratique et de réduire à terme sa sinistralité. Donc, ça passait par un engagement du chef d'entreprise, une montée en compétences des salariés, de l'encadrement et du chef d'entreprise, et la mobilisation dans l'observation de situations de travail de toutes les strates, dont les compagnons, qui pouvaient être impliqués également dans cette observation des situations de travail. Vous avez également la démarche PRAP, donc pour prévention des risques liés à l'activité physique. Donc là aussi, c'est consacré à l'identification et l'évaluation des risques qui sont liés à l'activité physique et une réflexion sur des solutions potentielles ou possibles par rapport à cette identification des risques. Les salariés qui suivent cette formation, ils sont également instruits sur les gestes et postures adoptés pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles. D'un point de vue OPP-BTP, on a également deux choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. C'est la démarche Adapt BTP, qui permet d'agir sur le risque à effet différé. Donc là aussi, on va le but c'est de constituer des groupes de personnes qu'on va appeler sentinelles TMS au sein de l'entreprise, qui seront formés, ils seront en mesure de proposer et d'hiérarchiser des pistes d'amélioration de manière pérenne. C'est pas que au sein de la formation, mais le but c'est de leur donner les compétences pour par la suite pouvoir rester en éveil et pouvoir identifier des situations qui peuvent être à risque et avoir les moyens de proposer des solutions sur la durée. Vous avez également la démarche Adapt métier. Alors là, c'est plus destiné aux TPE-PME, mais le principe, c'est de faire prendre conscience aux salariés qui suivent cette formation des limites de leur corps, d'identifier des situations à risque et d'apprendre à s'en protéger et de proposer quelques pistes d'action au cours de cette formation-là qui seront proposées à la direction. Sur les échauffements, c'est pas à proprement parler une formation. Ça permet quand même, ça a certains avantages, ça permet de conserver un bon état de santé générale, ça permet de préparer le corps à la journée de travail. Il faut aussi intégrer dans ces séances d'échauffement des exercices respiratoires pour bien l'alimentation en oxygène, ça permet de réduire la fatigue en fin de journée. Maintenant, pour qu'ils soient adaptés, ces échauffements-là, il faut qu'ils soient préparés par une personne qui a certaines compétences ou qui a certaines qualifications. Alors, ça peut être un ergonome du travail, ça peut être un kiné, ça peut être un préparateur physique, ça peut être une personne que vous allez former en interne pour préparer ces échauffements-là. Mais dans tous les cas, il faudra analyser les tâches quotidiennes. Alors, pour revenir justement sur la question qu'on m'a posée tout à l'heure, alors on achète des choses, on achète des choses à rachat d'élévateurs, de monte-charge, mais les ouvriers ne s'en servent pas. Cette partie formation, elle est importante justement pour qu'ils puissent s'en servir. C'est leur expliquer pourquoi on a mis en place ces choses-là
leur expliquer voilà, le principe, les conséquences que peuvent avoir les TMS et que ces équipements-là que vous allez leur donner permettent de diminuer l'apparition de troubles dans le long terme. Si on leur donne des équipements et qu'ils trouvent ça effectivement pas pratique, on leur a pas expliqué pourquoi on le mettait en place, il peut y avoir un peu une déconnexion entre ce que vous leur donnez et ce qu'ils font réellement. Donc pour qu'ils l'appliquent mieux, c'est vrai que ça passera peut-être par des formations ou des sensibilisations pour leur expliquer pourquoi on l'a mis en place. Donc après, s'ils le mettent toujours pas en place, c'est d'autres problématiques. Mais dans un premier temps, passer sur des sensibilisations ou des formations, dans celles que j'ai pu vous exposer là, hein, ça peut très bien faire affaire. Mais il y a également d'autres, des quarts d'heure sécurité ou lors de l'accueil, leur expliquer. Voilà, le tout, c'est de leur passer un message et qu'ils comprennent l'utilité des équipements et des matériels que vous leur mettez à disposition. Voilà, je te repasse la main, Mélodie. Alors, la culture prévention, elle passe aussi par l'information sur les risques professionnels. Ça peut se faire à partir de réunions de chantier, d'affichage, de quarts d'heure sécurité, des notes de service. Vous avez aussi un outil simple de l'assurance maladie. C'est une application qui s'appelle ActiveDo et qui donne des informations sur le dos, des quiz. On peut avoir un coaching personnalisé aussi avec des exercices à réaliser chez soi ou sur son lieu de travail. Et puis, la culture prévention, elle passe aussi par la communication. Donc, vous pouvez avoir accès en fait à des quarts d'heure sécurité qui sont tout prêts à utiliser et qui ont été réalisés par l'OPPBTP. Vous avez justement tout ce qu'il faut, hein, des petits supports par affichage, le discours qui va avec. Ça peut être aussi affiché du coup dans les locaux de l'entreprise, sur les bases vides chantiers. Vous avez pas mal d'affichages pédagogiques qui sont proposés par l'OPP aussi. Il faut aller les chercher sur leur site. Sur l'assurance maladie, vous pouvez avoir des dépliants que nous, en tant que service de prévention et de santé au travail, on vous met à disposition. Et puis voilà, le management visuel, c'est peut-être l'outil le plus simple et efficace pour installer les bons réflexes. Donc, faut pas négliger cet aspect-là. Donc, on va passer ensuite à la prévention d'action. Il va y avoir une vidéo qui va vous être diffusée. Voilà. Le but, c'était vraiment de solliciter au minimum les articulations et les genoux. De par sa taille, sa dimension, aujourd'hui, avec la petite machine, ça nous permet de faire même des tout petits chantiers. Là, je suis en train de faire de la thermosusion entre deux liners. Je tends la bande. Mon guide suit bien le bord du liner, tout en vérifiant que ma buse chauffe bien. Je fais des vérifications de température qui me sont indiquées ici. Et la vitesse. Et c'est beaucoup plus rapide. On peut monter 4, 5, 6 mètres minutes, quoi. Avant la machine, effectivement, donc on soudait tout à la main. Et on avait avant des gros robots de soudure, donc effectivement qui étaient simplement dédiés à des gros chantiers comme celui-ci. On a du personnel aujourd'hui qui est chez nous depuis plus de 40 ans pour certains. Donc 40 ans d'étanchéité à genoux sur les toitures terrasses. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à rester à genoux. Mal au dos, c'était long, c'était compliqué, il fallait faire des pauses. Alors que le robot, il peut faire 20, 30, 40 mètres d'affilée sans souci, quoi. Notre politique aujourd'hui, c'est essayer d'optimiser les conditions de travail de nos ouvriers. Une machine coûte entre 4 et 6 000 euros à peu près, selon le modèle qu'on prend. Voilà, on sait qu'on l'amortit largement sur une année de par la productivité. Donc, pour terminer ce webinaire, on va voir déjà une question pour voir ce que vous avez pu retenir. Je laisse l'énoncer, Mélodie. Oui, alors moi je ne la vois pas encore à l'écran, mais peut-être que vous la voyez. Ah, ça y est. Quelles sont les causes des troubles musculo-squelettiques?
1. Les postures de travail et les gestes répétés. 2. Le port de charges lourdes. 3. Les vibrations mécaniques. Sachant que plusieurs réponses sont possibles. Quelles sont les causes des troubles musculo-squelettiques? 1. Les postures de travail et les gestes répétés. 2. Le port de charges lourdes. 3. Les vibrations mécaniques. Alors, est-ce qu'on a été clair ou pas du tout? On va voir le résultat. Espérons, espérons. Ça fait beaucoup d'infos données d'un coup. On essaie d'être le plus clair possible. Alors, ouais. Donc, c'est à peu près ça. Hein. Tout le monde, en tout cas, a coché les postures de travail et les gestes répétés. Et vous avez aussi le port de charge lourde et les vibrations mécaniques. Et puis, vous n'avez pas que ça, parce qu'on a aussi des facteurs biomécaniques, l'environnement, l'organisation du travail, l'âge. Bref, vous l'avez compris, hein, les causes sont multifactorielles. Donc, on va passer maintenant au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et puis on vous relâchera. Oui. Je redonne la parole à Xavier. On va essayer de ne pas prendre trop sur votre temps. Mais si vous souhaitez faire financer des actions de prévention en lien avec cette thématique des TMS, vous pouvez bénéficier par l'assurance maladie du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, donc FIPU, sur lequel vous pouvez faire financer des actions de prévention, des actions de sensibilisation ou de formation par rapport aux risques ergonomiques. Les formations que j'ai pu vous énoncées précédemment peuvent être prises en charge par ce fonds-là. Ça peut être des aménagements de postes dans le cadre de démarches de prévention, de désinsertion professionnelle. Une personne qui commence à avoir des difficultés, des douleurs, on peut éventuellement aménager son poste pour lui permettre de rester en activité. Vous pouvez également vous faire financer une partie du salaire d'un chargé de prévention ou d'un préventeur que vous souhaiteriez mettre en place dans l'entreprise. Donc là, voilà, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de l'assurance maladie, hein, Amélie. Vous pouvez également avoir des informations sur notre dossier sur l'usure professionnelle. Vous avez un guide complet qui existait sous format papier, mais que vous pouvez également retrouver sur notre site internet, qui vous permet justement d'identifier les services qui peuvent vous accompagner pour vous aider à monter le dossier, d'accéder à des boîtes à outils, de consulter déjà une mise de matériel éligible à cette subvention-là, sachant que précédemment sur les aides financières simplifiées, c'était sur devis que vous deviez faire valider. Maintenant, c'est sur facture, donc il faudra acheter le matériel avant. Et pour être bien sûr que ce matériel va être dans la liste des matériels qui sont subventionnables. C'est un peu plus... la démarche n'est pas tout à fait la même. Vous pouvez également faire votre demande par rapport à la plateforme dédiée. Donc, il y a certaines obligations. Il faut être relevé du régime général, il faut être à jour de ses cotisations, il faut faire son document unique et qu'il soit à jour. Il ne faut pas bénéficier d'aide en cours, en tout cas dans les 2 dernières années qui ont précédé, pour pouvoir bénéficier de tout ça. Mais vous allez sur le site Amélie, dans les aides financières qui sont destinées aux entreprises, et vous avez toutes les conditions pour pouvoir en bénéficier. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire, en tout cas pour ce webinaire sur les TMS. Il reste encore quelques ateliers, en tout cas quelques webinaires sur la fin de semaine, donc sur le risque routier. Si vous souhaitez participer, il y en a encore un demain, enfin ce soir à 18h, et vous avez encore des ateliers demain, donc notamment celui qui est sur les bonnes pratiques en construction de maisons individuelles, qui va clôturer cette semaine de la prévention. Vous avez également des thématiques sur les compagnons, donc au volant sur le chantier, la sécurité m'a ploté, sur lequel vos compagnons peuvent s'inscrire. Pour terminer ce webinaire, ceux qui sont inscrits ceux qui sont à la FFB, normalement, il y a une nouvelle fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, qui vous permettra de recevoir un téléchargement pour le mémo qui reprend justement l'essentiel des messages qui sont passés pour ce webinaire et le PowerPoint correspondant au webinaire qui a été suivi. À l'issue de la semaine de la prévention, également une attestation qui vous sera envoyée avec les personnes qui ont été inscrites, que ce soit vous-même ou les salariés qui ont pu être enregistrés, qui ont participé. Pour l'ensemble des participants, qui soient adhérents à la Fédération française du bâtiment, vous pourrez accéder dans les semaines qui suivent au replay de l'ensemble de ces webinaires. Un webinaire une vidéo par webinaire, et vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de la Fédération française du bâtiment d'ici 15 jours, 3 semaines.
Et normalement, vous devriez avoir aussi un questionnaire de satisfaction qui devrait s'ouvrir automatiquement sur votre écran. On en a terminé pour ce webinaire. En tout cas, on vous remercie pour votre participation et puis d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis également remercier Mélodie et puis Cyril qui est en coulisses. Oui, merci Xavier et Cyril. Et on vous remercie en tout cas. On va vous souhaiter un bon appétit, il va être l'heure. Et puis une bonne fin de journée. Bon appétit à tous, bonne journée.